Madame, monsieur, bonsoir. Carte sur table, 21h, 23h. 2 heures de débat politique sur STV. C'est d'ailleurs le rendez-vous de la maison. Avec quatre invités, 2 thèmes. Ce soir, nous parlerons d'abord de l'opération Épervier avec pour prétexte cette libération vendredi dernier de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Atanganakouna. Occasion pour nous, évidemment, d'essayer d'en refaire une analyse. Beaucoup s'interrogent sur les bienfaits de cette opération dite d'assainissement des finances publiques. Une opération, selon certains, à tête chercheuse. On va donc essayer d'en comprendre les contours. Pourquoi certains sont libérés, d'autres ne le sont pas, même s'ils ont toutes les garanties et qui, c'est peut-être, proposent également de rembourser les fonds dont ils sont accusés de détournement. Le deuxième sujet va nous permettre d'analyser les systèmes démocratiques au sein des partis politiques. Le SDF est passé par là, le MRC est en plein, le RDPC y était également. Il s'agit du renouvellement des organes de base de ces partis, des unités premières des instances politiques du Cameroun. On va donc essayer d'interroger les moyens, les hommes, les méthodes utilisées au sein de ces partis politiques pour qu'ils sait peut-être voir si, de façon générale, cela regaillardit ou anime davantage la démocratie au Cameroun. Je l'ai dit, 4 invités. D'abord, Cissé Bamanga, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir à tous les panélistes qui sont ici, qui me sont familiers. Ce sont des frères, ce sont des amis. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent, plus précisément aux 3 régions septentrionales, la ville de Ngaoundéré, la ville de Garoua et la ville de Maroua. Un bonsoir spécial à tous les militants du FSNC qui sont très nombreux. Je vois mon ami de gauche, Tegem, jouer un peu, rire un peu. Bon. Bientôt, on va atteindre les 8 millions, peut-être, du RDPC. Merci une fois de plus de nous avoir conviés à cet échange. Vous l'avez dit, vous êtes du FSNC, un parti qui soutient d'ailleurs le président Paul Biya et qui se distingue du RDPC, c'est bien cela? Oui, je ris parce que vous avez bien fait de dire un parti qui soutient le président Paul Biya, pas le RDPC. D'accord. Juste à ma droite, le docteur Ambroise Uzoé-Somba. Bonsoir, prof. Bonsoir, Dipita. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir, César Longré, aux autres copanélistes avec lesquels, certainement, ou sans doute, nous vous animerons, éclairerons la lanterne des nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Ancien des universités, spécialité droit public. Merci à nouveau d'être des nôtres. De l'autre côté, Georges Tegem, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir panel. Bonsoir aux fidèles téléspectateurs aussi nombreux. Permettez-moi ici de joindre ma voix à celle des autres pour adresser mes sincères condoléances à la famille d'une des nôtres, dénommée Feuillen Com, qui nous a quittés de manière brutale il y a un jour, il y a quelques jours, alors qu'elle était à une cérémonie dans son village. Je voudrais dire à sa famille et à ma famille politique que nous sommes associés à la douleur que porte cette famille et que la tête de nos ancêtres lui soit jamais légère. Évidemment, notre émotion accompagne également votre camarade pour l'amitié au moins que vous faites à ces émissions et à notre maison. Beaucoup de courage à la famille ainsi éprouvée. Enfin, Pierre-Emmanuel Bignan, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir à tous mes copanélistes. Et un bonsoir particulier à tous les prisonniers politiques du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Permettez-moi également, puisque la page de condoléances a été entre guillemets ouverte, de partager la douleur de notre ami politique et un cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Massoma Christian, qui a perdu sa maman il y a quelques jours. Donc je vais joindre ma voix et à celle de tous les militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour lui adresser nos sincères condoléances. Et donc je félicite également tous ceux qui ont été nouvellement élus au niveau des fédérations communales, des fédérations départementales et de la fédération régionale de l'Ouest dans le cadre du renouvellement des organes de base de notre parti politique, le MRC, et également tous les bureaux de l'Europe qui ont été élus. Évidemment que notre émotion s'associe à la vôtre.
pour accompagner M. Massoma dans les preuves qu'il est en train de vivre. Beaucoup de courage à la famille. Derrière la transition, on va donc prendre le premier thème de ce soir. Je suis peut-être qu'on va inverser, puisque vous avez introduit avec les élections au sein de votre parti. On va faire le point tout de suite. Je suggère, si vous en avez convenance, qu'on commence plutôt par ce deuxième thème. Renouvellement des organes de base, la démocratie à l'épreuve des réalités. Alors, je vous donne la parole tout de suite, Pierre-Emmanuel, pour savoir, est-ce que vous pouvez un peu nous faire le point? Je veux dire, comment ça se passe au MRC en termes de renouvellement, sérénité, organisation, de façon synthétique, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Bon, c'est un honneur de partager ici sur ce plateau et devant tous les Camerounais les activités du MRC sur le terrain. Et c'est une preuve que le MRC est un parti qui travaille énormément sur le terrain pour la démocratisation de notre pays. Nous avons lancé les opérations de renouvellement de nos organes de base et nous avons commencé par la région de l'Ouest au niveau du Cameroun et dans la diaspora également, au niveau de la Fédération régionale de l'Europe. À l'Ouest, tout s'est bien passé. Et les bureaux des fédérations communales, départementales et régionales ont été élus. Nous avons constaté une très forte mobilisation des militants et du corps électoral. Parce qu'il faut préciser que l'élection a été circonscrite au corps électoral. C'est-à-dire que les sympathisants n'avaient pas droit, par exemple, au vote. L'élection était circonscrite uniquement à tous les militants encartés et reconnus dans le système du parti comme militants, ayant minimum une ancienneté de 3 ans, c'est-à-dire 36 mois au parti plein. Donc, ça s'est très bien passé dans l'ensemble. Et puis, le corps électoral, il faut également relever que le corps électoral a été convoqué par le secrétaire général selon les statuts du parti et les dossiers ont été constitués par-ci, par-là. Je parlais tout à l'heure d'une forte mobilisation des Camerounais de tous bords. Il n'y a pas que les Camerounais, ceux appartenant au MRC, qui sont intéressés par ce renouvellement des organes de base du MRC. Même les militants et sympathisants du RDPC, du SDF, tous les Camerounais de tous bords sont très attentifs par rapport à ce qui se passe au MRC actuellement pour nos élections internes. Donc, je prends le cas par exemple du Honcam où j'ai supervisé les élections, en l'occurrence dans la fédération communale de Kekem, où j'ai trouvé 106 unités. Les unités sont ce qu'on appelle au RDPC, les comités de base, l'équivalent. Et une unité sur le MRC, une unité à un minimum de 50 militants encartés. Et j'en ai trouvé 106 enregistrés. 106 enregistrés, encartés. Donc la moyenne était la plus petite unité avait en moyenne 50 militants. Donc comme pour vous montrer le niveau d'engouement, le niveau de mobilisation que ces élections suscitent auprès de nos militants et sympathisants. D'accord. Et puis il y a également des innovations qui ont eu lieu pendant ces renouvellements de nos organes de base, en l'occurrence le vote informatisé, c'est-à-dire que la biométrie. Le MRC, pour la première fois dans les élections au Cameroun, que ce soit les élections nationales ou les élections internes des partis politiques, le MRC a apporté l'innovation. Une innovation par un vote informatisé, c'est-à-dire que par la voie biométrique. Et dans le système central, tous les électeurs sont déjà répertoriés dans le système central. Il n'y a pas possibilité de voter 2 fois. On vote une seule fois. Et les résultats, en même temps, sont publiés à l'instant dès la fermeture des opérations de vote. Il semble que vous avez une forme de système informatisé, c'est ça? Oui, un système informatisé. Donc c'est pour ça que je suis en train de dire pour la première fois, le MRC a fait ces opérations de vote
informatisé, ce qui a permis de réduire le maximum de fraude possible, parce que dans un système biométrique informatisé, il n'est pas possible, par exemple, pour un électeur de voter 2 fois. D'accord. Vous votez une seule fois, et à la fin des opérations de vote, dans chaque bureau de vote, les résultats sont déjà disponibles. Les PV sont signés sur la base de ces résultats qui sont disponibles non seulement pour les électeurs, mais pour tous ceux qui sont là, même le public. Merci. Et ces résultats sont rendus publics. Donc nous pensons que cette innovation peut être également mise c'est-à-dire au profit de nos élections nationales au niveau de l'ECAM. L'ECAM peut prendre le pas dans le cadre de notre réforme du code électoral. On en parle tout à l'heure, voilà, pour après avoir fait le tour. Alors je passe la parole également à Georges Teghem. Vous également, vous avez fait un exercice, j'ai failli dire identique, en termes de renouvellement. On peut faire un état des lieux, une forme de bilan. Écoutez, les membres ou alors les présidents de section, sous-section, comité de base et de celui récemment élu sont en train d'être installés, conformément à la circulaire de monsieur le secrétaire général du comité central. Donc, les élections sont plutôt déroulées dans des conditions que tout le monde a pu découvrir. Comme vous savez, les joutes électorales ne sont jamais faciles. Même au RDPC, c'est une vieille épreuve pour nous, qui nous a toujours pris un peu de temps. Nous avons commencé depuis 1987, ça fait quand même 35 ans d'expérience, parce que les premières élections pluralistes au sein du RDPC, c'était en 1987. On avait une diversité de candidatures au sein du parti politique et il y avait des listes bleues, jaunes avec des têtes de liste, parce que c'est un scrutin de liste. Et la dernière expérience date d'il y a quelques jours. Tout le monde a pu découvrir que nos militants ont décidé de confier les bureaux des sections, les bureaux de sous-section, les comités de base et de cellules à, dans certains cas, des nouvelles personnes. Dans d'autres cas, certains ont été renouvelés, certainement parce que leur travail a été apprécié à leur juste valeur. En tout cas, les bureaux sont en train d'être installés. Le RDPC se porte comme toute association, c'est-à-dire que le RDPC n'est pas un parti sans problème. On a nos problèmes, mais on essaye de les juguler et on essaye de ne pas faire la leçon. On continue à travailler, parce que si les Camerounais nous ont missionnés, c'est pour travailler, et nous sommes au travail à leur service. Nous sommes des ouvriers, des serviteurs des Camerounais. Alors, si, je vous donne quand même la parole également. Vous n'avez pas encore franchi cette étape-là. Je veux dire, peut-être on va essayer de savoir pourquoi. Est-ce que c'est pas encore la bonne période? Est-ce que ça se passe comment au FSNC? Écoutez, franchi encore l'étape, c'est ce que vous avez utilisé comme... Du renouvellement, tout au moins pour ces dernières années, du renouvellement des organes de base. Oui, en fait, vous savez, un renouvellement, c'est d'injecter un sang neuf, de se projeter sur l'avenir des élections qui arrivent. Et je peux vous dire que les militants du FSNC autour du président national, on travaille tous les jours. On échange par rapport aux stratégies. On essaie de discuter comment intégrer, comment mettre un petit peu du sang neuf, parce que comme j'ai l'habitude de dire, on m'appelle d'ailleurs comme ça dans le Septentrion, le monsieur qui veut chasser les vieux, c'est comme ça qu'on m'appelle. Donc moi je pense que peut-être qu'on n'a pas encore communiqué sur le plan national officiellement que nous allons faire un renouvellement, mais les choses sont en train d'être faites. Nous sommes en train de travailler et je peux vous dire qu'on va compter avec le FSNC le moment venu, avec sa jeunesse et avec les Camerounais qui, je vous ai dit lors de ma première prise de parole ici, qui continuent à adhérer massivement dans le parti, le FSNC, autour du ministre et leader Issa Tchonga. Ambroise Luson, au-delà donc des faits qui viennent d'être comptés, avec vous, on va directement dans l'analyse. Vous observez tout cela. En tant qu'analyste, en tant que spécialiste des questions de droit public, qu'est-ce que ça vous inspire? Un dynamisme démocratique au sein des partis politiques, une ambiance de pré-campagne présidentielle. On sait que dans 3 ans, en principe, selon la Constitution, en 2025, on aura la prochaine élection. Est-ce que les partis, à travers ces changements internes-là, ce dynamisme interne, se projettent déjà à court terme? Oui, député, vous avez convoqué tout à l'heure la Constitution. Ça me rappelle l'article 3 de cette loi fondamentale qui dispose très bien que les partis et les formations politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Absolument. Et bien entendu, lorsqu'on interprète de manière simple
cette disposition constitutionnelle, cela nous situe dans la logique où on ramène exclusivement et uniquement le rôle des partis politiques à un rôle électoral. Et quand on parle du rôle électoral, cela veut dire que on nous renvoie encore à la question que vous posez, à la vitalité au sein des formations politiques et, bien entendu, à la question du fonctionnement même interne des partis politiques. Et vous savez, le jeu de renouvellement des organes de base, partant, je crois, de la base, la cellule, les sous-sections, sections du comité, du bureau politique, tout cela traduit un peu comme l'idée d'un fonctionnaire qui ne doit pas rester statique. Le fonctionnaire, dans sa carrière, doit être amené à évoluer. C'est aussi ça, la même logique qui structure la vie dans les partis politiques. Un militant qui commence au bas niveau, à la cellule, à la base, il a aussi envie d'arriver au sommet. Donc, c'est l'expression d'une vitalité au sein des formations politiques. Et on a vu que parfois même, le jeu est plus violent que dans des élections même nationales. Parce que quand vous voyez la dernière fois, ce qui s'est passé au sein du RDPC, vous vous rendez compte que, en fait, comme le disait Gaspard Ganza, la politique c'est un jeu violent où parfois on peut se donner des coups en dessous de la ceinture, même au mépris de la position du bijou familial. Donc c'est pour dire que ces événements qui se situent dans les forums, qui se jouent dans les partis politiques, traduisent, à mon sens, la vitalité d'un parti politique. C'est les partis qui n'entretiennent pas ces mécanismes-là, c'est-à-dire que doivent s'arrimer, parce que c'est à partir de là que vous avez la stratification au niveau de la nature des militants. Vous avez les sympathisants, vous avez des adhérents, vous avez des militants. Tout cela part du fait qu'il y a une véritable vie qui se passe au sein des formations politiques. Donc nous appelons de tout nouveau à tous les partis politiques qui ne se sont pas encore arrimés à cette donne qui est une donnée politique et démocratique de s'y arrimer. Et justement cela, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'un parti politique le fait, vous sentez toute la vitalité de ce parti. On l'a vu la dernière fois, je venais par le cas du SDF que vous avez évoqué, une des décisions de son leader qui a fait l'objet, vous avez vu, d'un certain nombre de positionnements, de refus, d'acceptation. Tout cela, pourquoi ? Peut-être qu'on va s'interroger tout à l'heure sur les causes de fond, peut-être aussi de la pérennité des leaders de ces formations au sein de leur parti politique. Alors, dans cette dynamique-là, Georges, si on interroge un peu les moyens mis en œuvre par les partis, et même souvent le mécanisme réglementaire en termes de loi interne qui organise, qui structure ces élections, ces renouvellements-là, qu'en diriez-vous ? Écoutez, chaque parti politique a ses statuts et un règlement intérieur. Et en principe, les renouvellements se font conformément aux dispositions contenues dans les statuts et dans le règlement intérieur. Ce que je veux dire, c'est que, quel que soit ce que l'on fera, que ce soit en termes de partis politiques ou même au niveau de l'État, sur le plan national, les résultats laissent toujours un goût d'inachevé. Ou alors, si vous voulez, le mode de désignation des dirigeants laisse toujours un goût amer de la part de certains militants qui peuvent se sentir lésés. Et c'est dans la vie même, lorsque vous faites des choix, il y a toujours des gens qui peuvent estimer qu'ils ne sont pas satisfaits par la qualité de vos choix. Bien, ce que l'on doit faire, c'est continuer à travailler pour que les gens acceptent les principes qui sont contenus dans la disposition statutaire, dans les dispositions du règlement intérieur, que tous les militants soient bien formés. C'est ce qu'on essaye de faire au sein de notre famille politique, à travers ce qu'on appelle la conférence de section, qui doit se tenir en principe tous les 6 mois, parce qu'au sein du RDPC, il y a certaines organisations ou alors certains organes qui doivent se réunir à des périodicités bien déterminées par le règlement intérieur, par les dispositions statutaires. Et à ces occasions-là, on essaye de former nos militants. À ces occasions-là, on essaye d'inculquer les méthodes démocratiques ou alors la culture de la démocratie, la culture de l'acceptation des résultats, la culture du respect institutionnel, même déjà au niveau des partis politiques. Parce que si le parti politique ne commence pas à travailler pour que ses militants acceptent les principes institutionnels, évidemment, on arrive à des situations regrettables comme ce que l'on note dans certains partis politiques où, franchement, on ne sait même pas qu'il faut respecter une institution. On ne respecte personne, ni l'institution, ni les autorités. Non, au RDPC, on y travaille. Et on travaille d'abord à amener les militants à la base à comprendre les statuts du parti. Et les conférences de section se tiennent à une périodicité, je dis bien, tous les 6 mois. Et à cette occasion, il y a un certain nombre de personnes qui sont admises, qui sont bien désignées dans les statuts au niveau de ces conférences de section. Et ces personnes qui représentent le militant de base
ont pour devoir d'aller, comme on dit, comme on appelle, restituer ce que ces personnes ont appris, ou alors ce que ces personnes ont appris au niveau de la base. Cela permet quand même aux partis qui renouvellent ses organes dans plus de 300 sections de, si vous voulez, tenir un scrutin au niveau national, ou alors renouveler les organes de base au niveau national, et ça ne crée des frictions qu'à certaines circonscriptions. Ce qui, quelque part, est un succès, mais on va continuer à travailler pour que les petits bobos qui ont observés, ou alors les petits bruits de bottes qui ont été observés, soient jugulés à l'avenir, parce que je dis encore une fois, ça fait quand même 35 ans, il est vrai qu'entre-temps, il y a certaines personnes qui sont parties, les nouvelles personnes sont arrivées. Ça, c'est aussi un signe du renouvellement, comme disait son Excellence, Monsieur le Président de la République, notre Président national, c'est la transition générationnelle. Pierre-Emmanuel, sur la même question, les moyens, les mécanismes internes, les lois et règlements qui encadrent tout ça, l'analyse que vous en faites, que ce soit dans votre parti ou les autres qui sont passés par là, c'est pas que le MRC, vous faites le sujet ou une analyse globale. Bon, puisque nous sommes sur une analyse globale, je vais également rester sur ce trend-là. Ce qu'il faut d'abord relever, c'est que les partis politiques d'opposition n'ont pas les mêmes moyens matériels et financiers que le parti RDPC qui est au pouvoir. Ça, il faut le relever tout de suite. Ce qui fait que le niveau de déploiement qu'ils peuvent faire, même dans le cadre de leurs élections internes, les autres partis de l'opposition ne peuvent pas avoir la même force de le faire. Absolument. Alors, il nous revient à nous, les partis de l'opposition, de développer des stratégies qui nous permettent d'être efficaces, efficients, concis, précis, avec des résultats escomptés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans le cadre du MRC. Et nous avons pensé que l'innovation du vote informatisé va nous permettre de réduire un certain nombre de coûts. Ça nous permet de réduire un certain nombre de coûts. Donc, du coup, nous avons mis en place cette innovation technologique que beaucoup de pays aujourd'hui sont en train d'utiliser. Par exemple, les dernières élections législatives qui ont eu lieu au Ghana en 2020 ont été informatisées. Et ces élections ont eu un succès retentissant, non seulement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais sur le continent africain tout entier, dans le monde entier. Donc, nous pensons que, logiquement, la culture démocratique de notre pays doit commencer à être influencée à partir de la base militante de nos partis politiques. Et c'est ce que le MRC est en train de faire ces derniers jours. Je suis d'accord avec Maître Tegem que tout n'est pas blanc. Tout n'est pas blanc, nous ne sommes pas au paradis. Et quelle que soit la forme qu'on puisse utiliser pour une élection, il y en a toujours qui vont rester avec un goût inachevé. Mais nous sommes en train de bâtir une culture démocratique qui voudrait que lorsque tu perds, que tu félicites celui qui a gagné. Et que tu te dises qu'il faut lui tendre la main pour travailler ensemble pour un meilleur rayonnement du parti. Et tu restes dans la dynamique de ce que dans les prochaines années, si son mandat se termine peut-être et est soldé par un échec, tu auras la possibilité de te faire élire ou faire élire ta liste lors des prochaines échéances. Donc, nous travaillons dessus et nous avons mis en place, par exemple, au niveau de MRC, une commission de gestion du contentieux préélectoral. Parce que les commissions post-électorales vont être gérées par la commission d'arbitrage. Commissions d'arbitrage qui sont à chaque niveau, que ce soit au niveau des départements et jusqu'au directoire. Au niveau préélectoral, vous n'avez pas connu beaucoup de... Vous en avez connu quand même? Oui, on en a connu, mais généralement ce sont des cas des militants qui ne respectent pas la loi qui a convoqué le corps électoral. Par exemple, si on dit qu'il faut avoir 36 mois, donc 3 ans pour être électeur, il y a des militants qui n'avaient pas 3 ans pleins et qui étaient dans des listes. Et la commission leur a donné la possibilité quand même de soit remplacer ces membres, ces militants dans ces listes-là pour être à jour, et ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup de cas comme ça. Il y a par exemple, il y en a qui
était, par exemple, vous voyez par exemple une tête de liste qui ne respecte pas certaines conditions, on est obligé de rejeter la liste. Et ils vont faire recours au niveau de la commission de contentieux préélectoral. Il y a des recours qui ont été acceptés, il y a des recours qui ont été rejetés. Donc les recours qui ont été acceptés, ce sont des listes, par exemple, qui ont corrigé les erreurs selon le temps qui est imparti. Parce que si on donne sur la convocation du corps électoral, c'est elle qui détaille tout. Absolument. Si elle dit qu'il faut 72 heures, par exemple, pour que le recours soit traité et au cours duquel il faut mettre sa liste à jour. Si vous êtes dans ce laps de temps-là, votre liste, vous aurez gain de cause. Mais si vous dépassez ce laps de temps-là, vous n'aurez pas de gain de cause. Okay. Donc, il y a eu certainement des contestations et tout, mais ce n'était pas de nature à entraver le bon déroulement des élections. Ça n'a pas poussé les militants. Il n'y a par exemple pas eu de reprise pour cause d'incorrection. Non, il y a eu une reprise dans le Honkam. Okay. Il y a eu une seule reprise, mais ce n'est pas dans tous les départements et dans toutes les fédérations communales, départementales. Il y a eu une reprise. Il faut être honnête, on est devant les Camerounais, parce que tout ce que nous allons dire ici, les Camerounais sont au courant de ça. Je profite de l'occasion également pour saluer le gouverneur de la région de l'Ouest, avec les autorités administratives de l'Ouest, qui ont créé un climat favorable au bon déroulement de ces élections-là. Parce que nous sommes un parti légaliste et républicain. Et nous interpellons également, ou nous appelons les autorités du littoral, du centre et des autres régions du Cameroun à avoir le même comportement que... Les deux exemples que vous avez cités ne sont pas fortuits. À avoir le même comportement que... Parce que bientôt on aura les élections au littoral. Il faut vous avez des appréhensions? Le gouvernement, il n'y a pas d'appréhension. Je félicite un exemple du gouverneur de l'Ouest qui a bien agi avec toute son équipe dans l'encadrement de ces élections. Et je profite de l'occasion pour appeler également les autres gouverneurs des autres régions à adopter le même comportement qui est patriotique et qui est républicain pour les prochaines régions une conférence dont les élections vont se dérouler. Bon, on y revient peut-être tout à l'heure, le temps pour les autres de faire la même analyse. Alors, Ambroise Luizon, toujours sur la question précédente, moi j'aimerais votre analyse sur les moyens déployés, les règles du jeu, sont-ils observés au sein des partis? Évidemment, chacun n'a pas forcément les mêmes partis, ce n'est pas une élection nationale. Vous, comment vous appréciez cela? Ce qu'il faut apprécier d'emblée, c'est d'abord que chaque parti politique est doté d'un statut, d'un règlement. C'est-à-dire qui détermine, qui encadre la manière de vivre au sein de cette formation politique. Vous savez, je veux prendre un cas direct et un peu plus, qui est le plus connu. Vous savez, dans le RDPC, par exemple, vous avez l'expression de la discipline du parti, qui repose justement sur un certain nombre de tests. Nous avons eu des cas patents, le cas par exemple du professeur Messanga Nyamdi. Vous avez vu, on a péoré qu'il n'a pas respecté les textes, il ne respecte pas les statuts, il ne respecte pas la discipline du parti. Donc, ce qu'il faut d'abord déjà apprécier au sein des formations politiques, c'est la dose de leur légalisation. C'est-à-dire que, en fait, et le test le dit, la loi de 90 le dit, c'est-à-dire qu'aucune formation, j'allais dire, aucun parti politique ne saurait fonctionner dans l'illégalité. Il faut toujours se situer dans la légalité, être reconnu par la loi. Et à partir de cette reconnaissance par la loi, vous devez par vous-même produire des tests qui structurent le fonctionnement interne de votre manière de fonctionner. Maintenant, au-delà de cela, on se rend compte qu'il y a un problème de financement au sein des formations politiques. Et je crois que Bignan faisait tout à l'heure une explication qui a emporté mon assentiment en indiquant que les autres partis politiques de l'opposition n'ont pas les mêmes moyens cossus et colossaux tels que le parti au pouvoir. Alors pour dire qu'à partir de là, puisque le contexte démocratique s'impose et se pose, on se rend bien compte qu'à cela, il faudrait donc vous doter des moyens qui peuvent venir des financements propres des militants pour essayer de juguler le phénomène. Parce que on ne va pas se mettre au même niveau, les partis ne sont pas tous losiers en bonne enseigne. Il y a ceux qui ont des militants, il y a ceux qui peuvent avoir des militants de haut niveau, qui financièrement capés, qui peuvent apporter plus de soutien que d'autres. Les partis politiques ne sont pas placés tous au même pied d'égalité. Bon, maintenant, chacun essaye de faire un effort supplémentaire pour essayer
de grappiller par-ci, par-là les militants. Parce que vous savez, je citais la Constitution tout à l'heure, la compétition électorale ne peut pas se jouer si un parti n'a pas de militants. Donc la première logique qui doit structurer la vie d'un parti politique, c'est de rechercher autant que possible les militants. D'où donc le jeu des renouvellements des organes de base. Parce que si les militants, et que la vie d'un militant reste statique, il va passer des militants à sympathisants ou d'un adhérent simple qui ne sera là que pour accompagner à un moment donné le parti. Donc, ce qui est évident, c'est qu'il faut créer donc ces conditions pour que le militant qui est dans une formation politique se sente à l'aise. Il constate qu'il peut grimper les échelons que lui offrent les lois et les statuts de chaque formation politique. Si c'est sur les mécanismes internes, sur les moyens mis en place et en jeu par les partis politiques, peut-on dire que ça suscite justement cette émulation, cette envie, cette démocratie? Moi, je pense que pour juste mettre de l'eau dans le moulin de mes amis et frères panélistes, ce que je peux ajouter, c'est que j'aimerais très bien que ceux qui gouvernent, ceux qui sont aux affaires en ce moment, qui pensent aux lois, essayent un peu d'encadrer ça, parce que le problème d'avoir les mêmes financements est un gros problème en fait. Parce que, vous le savez très bien, c'est un secret de polichinelle, le RDPC par exemple est une machine sur tous les domaines. Sur tous les domaines, même quand il faut faire une main levée, vous avez vu Macron arriver, on parlait en termes de millions. Alors qu'ailleurs, puisque vous avez dit qu'on parle globalement ailleurs, même quand il y a un deuil, même des fois il y a le président national qui perd vraiment quelqu'un de très cher, on n'arrive pas à avoir 500 000 francs. Vous voyez qu'il y a un gros problème. Et ce n'est pas que ces militants ne veulent pas donner de l'argent, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Et ce que je peux dire aujourd'hui, je profite de votre antenne pour dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent vers nous. Nous, là, qui avons choisi d'être en premier plan, nous, là, qui montrons tous les jours à travers vos télévisions, les médias, qu'un autre Cameroun est possible avec une dynamique nouvelle, avec du sang neuf. Il y a des Camerounais qui viennent me voir, qui viennent voir beaucoup d'autres leaders disant que oh, je vais m'engager, je vais faire de la politique. Et moi, je lui dis, et je l'ai dit toujours, ce sacrifice-là a besoin d'être fait dans un parti politique. Il me dit, mais pourquoi tu ne me dis pas un parti? Non, avec le recul, tu choisis un parti politique et puis tu fonces là. Au final, c'est le Cameroun qui va en profiter, qui va gagner. Et quand vous regardez aujourd'hui la politique actuelle aujourd'hui, je sais très bien qu'il n'y a pas un membre du PCRN ici, mais dans le PCRN, par exemple, il y a beaucoup de jeunes. Dans le MRC également, beaucoup de jeunes. Il y a peut-être 4 ans, 5 ans, 10 ans, si on rentre en arrière, Carte sur table était une émission de vieux. Excusez-moi comme ça, c'était Maître Pensi, c'était Emmanuel Com, Henriette Ekoué. Aujourd'hui, c'est la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez les Poléyoum, vous avez les Ndjok, vous avez les Bamanga, Youssouf Hassana. Il y a une nouvelle dynamique. Maintenant, j'ai l'habitude de dire que nous, la nouvelle génération, nous travaillons en attendant. Vous voyez que Maître Téguin vous regarde du coin du sourire. Non, je ne sais pas pourquoi. J'ai cité le nom de quelques jeunes, il y en a plein. Peut-être que je n'ai pas pris les jeunes. Il y a le jeune Zang aussi, hein, que je salue, qui est à la deuxième, si vous voulez que je cite des jeunes qui sont dans le RDPC. Il y en a plein. Et moi, je dis que c'est très bien, c'est beau, parce que à l'entame de l'émission, Maître Téguin m'a parlé de la transition générationnelle dont le chef de l'État a parlé, et nous attendons ça infiniment. Pourquoi pas ces jours qui arrivent, comme tous les jours on parle de remaniement, pourquoi pas injecter la jeunesse? Voir un ministre qui a 28 ans, 27 ans, voir mon frère et ami. Vous voulez dire qu'il y a une distance entre ces renouvellements des bases qui imposent des jeunes et la tête des partis où ce n'est pas forcément des jeunes? Oui, pas seulement la tête de parti. Vous m'avez coupé malheureusement, mais j'étais en train de dire que, vous voyez par exemple, mon cher frère et ami, Binyam du MRC, qui a une grosse connaissance dans les télécoms. Il peut être ministre des télécoms et je sais qu'il va porter de l'innovation. Comme tout à l'heure, il était en train de vanter un petit peu l'innovation numérique des élections. Donc, on peut apporter quelque chose. C'est une génération 2.0, c'est une génération nouvelle. Ils ont fait pour eux. Nous aussi, nous allons faire pour nous. Mais pour ça, il faut qu'au-delà de nos engagements, parce que nous sommes déjà engagés, qu'ils nous tendent la main et qu'ils nous acceptent. Et c'est comme ça que nous avons bâti. N'empêche, et vous l'avez certainement relevé aussi, mais on peut ne pas en parler. Je vais dire que ces élections sont souvent émaillées de grincements de dents qui, par endroits, vont jusqu'à
des maisons des sous-préfets au préfet, ma mémoire m'échappe un peu, qui s'en vont en fumée. Je vois une conférence de presse je ne sais pas s'ils sont dissidents, des mécontents, qui est annoncée du côté de Bafoussam. Bref, je veux dire, vous l'expliquez comment? C'est le tout enthousiasme ou c'est... Juste en une seconde, je pense que je chute rapidement. Il y a mon frère Binyam et Maître Game qui vous a dit tout à l'heure, ils ont insisté pour dire qu'il y aura toujours des... Oui, non, mais justement, on analyse ces faits-là. Je pense que quand il y a des choses à faire, on le fait. Nous sommes dans un pays démocratique, un pays qui a des lois. Nous faisons ce que nous avons à faire et nous faisons confiance à la justice de traquer les gens. On va commencer par Ambroise Uison sur cette question-là. Oui, député, moi je pense que dans une formation politique, vous savez, la culture démocratique repose sur un certain nombre de valeurs. La tolérance, le fait. Absolument. Voilà, quand on vous dit, si vous vous engagez politiquement, sachez que vous allez cultiver une valeur. La tolérance, le fait, la reconnaissance de la victoire d'autrui. Parce que vous savez, on l'a souvent vu, la dernière élection, par exemple, au Sénégal, où Abdoulaye Wade appelle Macky Sall pour lui dire félicitations. C'est des choses comme ça que l'on entend dans les formations politiques. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que, Dipita, la culture démocratique n'est pas encore totalement ancrée dans les mœurs politiques. C'est-à-dire que... on a toujours... on trouve toujours des petits malins, un ou deux petits malins qui partent avec les urnes. Justement, on a toujours très mal supporté d'être battu, et même surtout même par la voie des urnes. C'est-à-dire, vous êtes allé au vote, on vous a clairement battu, mais vous n'acceptez pas le résultat des urnes. Absolument. Mais vous allez convoquer les fraudes, ainsi de suite. Donc, il faut d'abord qu'à la base, il y ait cette culture démocratique qui va permettre à chaque militant de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'engage et au profit de quoi il s'engage. Et les questions telles que les remous-ménages dans les formations politiques ne manquent pas. Vous savez, c'est toujours, je veux vous dire, ce n'est pas de gaieté de cœur qu'un militant va se sentir être battu. Pourtant, il espérait être au poste. C'est vrai qu'il n'y a pas un principe de l'éternité à un poste politique. C'est-à-dire que ce principe-là est révolu lorsque nous sommes dans une logique ou dans un contexte démocratique. Donc c'est pour dire que les événements de remous-ménage ne manquent pas. Et c'est toujours très mal accepté d'être battu même par la voie des urnes. Georges Tegem. Moi je pense que, député, il y a une réalité sociale que l'on doit intégrer lorsqu'on est dans un pays, c'est que les gens ont l'ambition. Vous n'avez pas empêché aux gens d'avoir des ambitions. Bon, ce qui gêne, c'est lorsque l'ambition est surdimensionnée. Ou alors lorsque l'ambition n'est pas accompagnée d'un minimum de mesures. Voilà le mot. C'est-à-dire que, quel que soit ce que vous pensez, quel que soit ce que vous projetez, il faut toujours avoir un peu de la mesure. Et toujours se rassurer que lorsque vous vous exprimez, celui que vous avez en face de vous ne pense pas comme vous. Toujours vous rassurer que même si vous avez de l'ambition, vous pouvez ne pas aboutir. Parce que ça peut arriver, même que parfois ça paraît évident, et au moment du résultat, vous voyez que ce n'était pas ça. En 1987, justement, j'encadrais, enfin, en tant que jeune, j'étais encore très jeune à l'époque, j'étais dans le RDPC, j'étais avec une liste qui était une liste dissidente, c'était une liste jaune. Et le lundi, dans ma salle de classe, j'arrive à l'école, c'est mon camarade de classe qui me dit, tu sais, votre liste va perdre. J'ai dit, pourquoi? Il dit, tu sais ce que ma mère m'a demandé hier? Non. Elle m'a dit que, est-ce que ça, c'est la liste où il y a le nom de tel? C'était le président de section à l'époque, que nous, on voulait gagner. Elle m'a dit, c'est ça que je vais tout mettre dans l'une. Il lui dit, non, tu peux aussi mettre d'autres personnes. Il dit, non, c'est lui que je... Elle dit, sa mère lui dit, non, c'est elle que je connais, c'est lui que je connais depuis. Je vous dis que, bon, la politique que vous voyez, on apprend. Et ce camarade de classe, je pense toujours à lui. On m'a dit récemment, on était un deuil à un village, j'ai retrouvé beaucoup de camarades, ils m'ont dit qu'il est actuellement au Canada. Donc c'est pour vous dire que la politique que vous voyez, quand vous la faites... Elle n'est pas que mathématique. Oui, il y a des événements, alors que c'était une nouvelle génération. Je soutenais la liste des nouveaux, c'était le monsieur qui avait Pacha Klop à Yaoundé qui était tête de liste. Et je trouvais que, bon, Pacha Klop, vous voyez, donc j'étais dans une histoire de, voilà, un nouveau, un jeune... Et j'étais dans un rêve. Bon, on a perdu. Mais ce qui m'a plu, c'est que lui nous a dit, écoutez mes petits, on a voulu, on n'a pas pu. La prochaine fois, on le pourra. Bon, on en a discuté comme ça et on est passé à autre chose. Et je sais vous dire que lorsque quelqu'un a des prédispositions à accepter le verdict, c'est déjà ce qui est bien. Maintenant, il y a des propos que je trouve quand même un peu dangereux, comme ceux qui viennent d'être tenus par M. Cissé Bamanga, parce que c'est ça le problème.
Commencez à dire une nouvelle génération arrivée, il y a quelques années, c'était les maîtres Pincy. Mais monsieur, quand vous dites qu'il y a 20 ans, il avait votre âge, il y a 20 ans. Vous croyez qu'il est vieux comme ça? Il a du chemin aussi. Et les arrêtés quoi que vous citez, elles ont été aussi jeunes. Quand vous dites qu'il y a 20 ans, c'était eux, il est normal que ce soit eux comme il est normal qu'aujourd'hui, ce soit vous. Et demain, d'autres viendront. Et vous parliez même en disant que bon, il faut nommer les jeunes. Je vais vous faire observer que dans ce gouvernement, il y a eu beaucoup de jeunes. Si je vous donne les noms, chez John Ziamben, 37 ans au gouvernement. Mara Famille, 40 ans au gouvernement. Vous voulez que je continue? Olangena, 42 ans au gouvernement. Si vous voulez que je continue, vous citez plein de 37 ans que le président Biya a nommé au gouvernement, c'est-à-dire des jeunes. Il y a plein de jeunes qui ont été nommés. Vous croyez que tous ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui ont 30 ans de gouvernement, quand ils ont été nommés, ils avaient quel âge? Mais vous trouvez qu'ils sont vieux. Donc moi, je pense qu'il faut avoir un peu de la mesure, de la réserve. Et sur le financement, je voudrais faire observer ici que chaque parti politique a ses ressources. Vous voyez, DPC par exemple, il y a... Vous avez les grands moyens. Non, il y a les frais d'adhésion, il y a les cotisations. Comme ailleurs d'ailleurs. Il y a les legs. Oui, mais... Il y a les cas. Attention, vous payez des financements. Voilà, vous êtes toujours... Non, j'ai suivi. Vous voyez que vous êtes déjà tordu même. C'est pour ça, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Lusan et Somba. Quand vous commencez comme ça, celui qui vous écoute, qui est du FSNC, déjà il va prendre qu'on ne respecte pas les camps. Alors que la formation que vous, en tant que responsable politique, vous devez lui dispenser, c'est dire, si nous devons nous mettre ensemble pour bâtir la démocratie, nous devons accepter le verdict tel que rendu par les institutions. Monsieur Cissé Bamanga, retenez ceci, ce sont nos institutions qui nous protègent. Comme au RDPC, ce sont nos statuts qui nous protègent. Lorsque quelqu'un a un problème, il y a les instances disciplinaires. Et les instances disciplinaires, contrairement à ce que beaucoup pensent, ne sont pas qu'au niveau national. Déjà, au niveau de la cellule, il y a une instance disciplinaire. Au comité de base, il y a une instance disciplinaire. À la sous-section, il y a une instance disciplinaire. À la section, il y a une instance disciplinaire. Et au comité central. Ça veut dire que même lorsqu'un militant de base pose un problème, l'instance disciplinaire se réunit et règle le problème au niveau de la base. Ça fait que les gens ont une culture de ce que c'est que la discipline du parti. Les gens ont une culture de ce que c'est que les statuts du parti, le règlement intérieur du parti. Et tout cela participe à faire du Cameroun une démocratie qui sera bâtie sur des bases qui seront solides. Pierre-Emmanuel, sur ces dérives qu'on observe souvent, par-ci, par-là? Je ne vais pas ajouter grand-chose à ce que mes compagnons ont énoncé, mais le nœud du problème tourne autour d'un manque de culture démocratique. Les Camerounais n'ont pas encore véritablement développé la culture démocratique. C'est vrai qu'il n'est pas facile de perdre. Quand on perd, on est animé par un sentiment de colère, de déception. Ce n'est pas facile. Même sur d'autres cieux, même dans les démocraties occidentales, on voit souvent des manifestations pour certaines personnes qui ont perdu. Ce n'est pas souvent une pilule facile à avaler. Seulement, il faudrait que les partis politiques mettent en place des mécanismes qui permettent de réduire au maximum le sentiment d'injustice par rapport au verdict. C'est-à-dire que les commissions de recours et autres sont censées travailler dans la droiture, dans la transparence et dans le respect scrupuleux de la loi électorale ou bien des textes du parti. Et puis, à côté de ça également, pour ceux qui font souvent des recours gracieux, il faut ajouter une dose d'humanité. Qu'est-ce que j'appelle une dose d'humanité? Dans une élection, la plupart du temps, pour maîtriser certains élans de tension, on peut travailler pour rechercher un minimum de consensus possible. Parce que le manque de consensus possible peut également aussi expliquer des débordements tels que les gens sortent et barrent la route, comme on a connu ça avec, malheureusement avec certains militants du RDPC. Ils peuvent sortir, barrer la route à un ministre d'État, ils peuvent facilement brûler le domicile d'un sous-préfet, ainsi de suite, ainsi de suite. J'ai l'habitude de dire que ce ne sont pas tous les militants du RDPC qui se comportent ainsi. C'est quelques militants qui se comportent ainsi. Mais c'est un sentiment ça peut se traduire par un sentiment d'injustice parce qu'il y a des gens qui estiment que lorsqu'ils ont perdu selon les règles de l'art.
Et il y en a qui estiment que lorsqu'ils ont perdu et ils ont essuyé tous les recours possibles, ils estiment que le verdict qui a été quand même prononcé le concernant ne reflète pas la réalité. Et ça peut amener au débordement. Autre chose que je vais aborder, parce que nous sommes en train de chercher les causes de ce débordement-là. Une autre cause de ce débordement-là, c'est que au sein de nos formations politiques, que ce soit au RDPC ou dans les formations politiques de l'opposition, mais c'est le RDPC qui a été le premier à impulser cela parce que c'est eux qui ont une forte dynamique et qui ont la plupart du temps eu à faire beaucoup d'élections internes et à gérer les élections. Et c'est eux qui gèrent le pays, les élections nationales. C'est-à-dire que c'est une tendance qui a été mise en place qui fait croire à certains que ceux dont les listes ont été votées, par exemple au niveau des renouvellements des organes de base, sont les futurs députés, sont les futurs maires, sont les CC. Parce qu'il manque de primaires au sein des formations politiques. Parce que normalement, ce n'est pas parce que tu es président de session ou de sous-session, ou ce n'est pas parce que tu es délégué régional ou départemental, que ce soit au MRC ou au RDPC, que forcément tu es maire, que forcément tu es député. Donc, si les partis d'opposition et les partis au pouvoir au Cameroun, les partis au pouvoir et les partis politiques commencent à observer ou à expérimenter ne serait-ce qu'un début de primaire lorsqu'on convoque le corps électoral pour les élections nationales, vous allez voir que certains responsables régionaux, certains responsables départementaux de tous les partis politiques ne seront même pas dans la shortlist des 10 votés par les militants. Donc, il faut également intégrer cette dynamique-là. Et c'est ça qui fait que quand quelqu'un est dans un parti politique au Cameroun, que ce soit de l'opposition ou au parti au pouvoir, il a le sentiment que perdre une élection interne veut dire c'est fini pour lui. C'est-à-dire qu'il oublie les députations, les élections municipales, législatives et tout ça, c'est fini pour lui, pour cette période-là. Donc c'est ça qui fait que... Et ce sont des choses qu'il faut améliorer. Parce que je suis en train de faire une analyse globale, hein, il ne s'agit pas du MRC ici ou de l'opposition. Il faut essayer de mettre en place ces formes de primaires-là lorsqu'on convoque les élections nationales, que ce soit législatives ou municipales ou même présidentielles. Il faut mettre en place au sein des partis politiques ces primaires-là. Parce que vous ne savez pas ce qui peut expliquer l'échec d'une liste. Il faut être honnête que aujourd'hui, on a parlé du manque de culture démocratique. Ça veut dire que les Camerounais ne sont pas à un moment donné aussi assez matures pour savoir qu'à un moment donné, peut-être telle liste ne présente pas le meilleur projet. Les gens continuent à faire les votes par affinité. Ça, il faut être honnête là-dessus. Moi, je ne suis pas là pour faire la langue de bois. Les gens continuent à faire les votes par affinité. Parce que M. Tegem est mon ami. Forcément, je dois le soutenir. Okay? Je dois soutenir sa liste. Ce n'est pas forcément parce que M. Tegem a présenté un projet pour améliorer ou amener notre fédération ou notre comité de base à un autre niveau de management ou bien à un autre niveau de rayonnement. Mais c'est parce que M. Tegem est mon ami ou bien M. Tegem est mon camarade de classe ou parce que nous avons des affinités. Donc, on n'a pas encore cette maturité-là. Et du coup, à un moment donné, ça peut souvent aussi fausser c'est-à-dire que le plébiscite, c'est-à-dire des personnes choisies. Je parle en termes de casting. Absolument. Et c'est ça qui explique également la malgouvernance que nous observons aujourd'hui. Le RDPC connaît ça. Et même d'autres partis de l'opposition connaissent ça. Ceux qui ont été aux affaires connaissent ça. C'est-à-dire qu'ils font des renouvellements des organes de base, ils mettent des responsables en place qui ne sont pas les meilleurs profils. C'est passe-passe d'affinité, ainsi de suite. Et ces mêmes personnes sont des futurs députés, des maires, dont les mandats vont être très négatifs en termes de résultats escomptés attendus par les populations. Et c'est le parti qui va payer. Et c'est le parti qui va payer. Et ce sont les populations qui vont souffrir. Donc il faut que ce paradigme-là soit un peu renversé, que les gens comprennent que être responsable d'un parti dans une localité ne fait pas de soi forcément un maire ou un député. Un conseiller municipal ou un président de la République. Il peut être un militant simple, s'il y a des primaires au sein d'un parti, peut sortir de nulle part
Il n'a même jamais été candidat pour être responsable d'un parti. Et vous battez dans les primaires et avoir le meilleur profil pour représenter le parti. Encore deux axes à analyser et à commenter dans ce premier thème. D'abord, avez-vous le sentiment que les résultats obtenus à l'issue, vous avez en partie répondu, mais je vais pousser la question plus loin, à l'issue de ces renouvellements-là, reflètent, expriment véritablement la volonté de la base, la volonté démocratique, la volonté voulue des militants de base du parti, de la base au sommet. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième va certainement concerner comment est-ce que cette impulsion-là peut impacter les élections nationales, mais ça, ce sera en dernière. Alors, je commence peut-être avec vous. Quand on regarde, donc, le processus est achevé, les résultats sont promulgués. Cissé Bamanga, quand on regarde ces dynamiques au sein des partis politiques qui ont déjà fait ces élections-là, avez-vous le sentiment derrière qu'après, ça reflète l'élection de la base, ça reflète, je voulais dire, le choix voulu par la base? Monsieur le député, écoutez, c'est une très belle question que vous venez de mettre sur la table ici. J'ai envie de vous dire non. Puisque là, on parle du global, on ne parle pas du MRC, du FSNC ou du PCRN, on parle de tous les partis politiques. En tant qu'acteur politique, ce que nous observons, ce que j'observe quand il s'agit de ce genre d'acte, c'est qu'il y a des personnes, des hauts fonctionnaires ou alors des hauts cadres du parti qui mettent toujours la main. Qui mettent toujours la main et vous arrivez dans une localité de Douala Premier par exemple, c'est M. Jean-Paul qui est là-bas, qui fait tout et la population l'aime, c'est lui qui écoute les problèmes des populations, il y a une interaction avec ceux qui souffrent et les problèmes sont connus, mais avec une circulaire, on vous impose Jeannette, qui sort de nulle part, qui n'est pas connu. On vous dit que c'est juste un exemple que je prends, hein, c'est le comité de base X ou Y, c'est le comité central qui a choisi non. Quand vous creusez, vous trouvez que Jeannette connaît Laurent Esso, qui a fréquenté avec son papa, blablabla. C'est toujours un exemple. Vous avez commencé par des exemples anonymes et vous finissez par Non, c'est des exemples. Ce sont des exemples. Vous êtes futé. Et puis, je passe un bonsoir à Laurent Esso s'il nous regarde ce soir. C'est quand même un haut fonctionnaire, un haut homme politique de la région du littoral. Bon. Ce sont des personnes que nous on admire. Je comprends pourquoi votre exemple est devenu réalité. Mais aussi publiquement parce que c'est des personnes qui ont revenons au débat. Pour ce pays. Pour revenir au débat, je dis, ça, elle est à déplorer. La première chose, c'est-à-dire vous avez des gens tapis dans l'ombre qui travaillent. Moi, le FSNC, et là je reviens sur un exemple concret, a assisté dans plusieurs communes et plusieurs localités dans le territoire national lors des renouvellements des bases de nos alliés, entre guillemets si vous voulez, du RDPC. Et ce qui revenait, les populations se plaignaient. Se plaignaient. C'est bien qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, ça ne va pas être blanc tous les jours, mais ça, je pense que jusqu'à ce point, jusqu'à aujourd'hui, dans des partis politiques, il faut combattre ça. Et c'est là où je rejoins l'analyse de mon frère et ami du MRC qui disait que le bon profil aujourd'hui, le bon profil, ça ne passe pas chez nous. C'est celui qui connaît X ou Y ou celui qui a de la thune qui passe. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas battre dans une localité ou dans une commune parce que, effectivement, excusez-moi, la personne n'est pas allée à l'école, ne connaît même pas écrit son nom, mais comme cette personne connaît X ou Y, alors vous ne pouvez pas la battre. La deuxième chose, comme cette personne, je dis n'importe quoi, toutes les boutiques du coin au marché appartiennent à cette personne, c'est un homme d'affaires qui a beaucoup de moyens, vous ne pouvez pas le battre, cette personne. Et là, ça donne un manque d'abord à la localité, et ça fait désespérer les populations, ça met de la haine et de la rancune dans le cœur, et ça fait même que le pays même perd beaucoup. Et ça fait que les gars qui sont engagés, s'orientent ailleurs,
ils se font la malle, ils partent, alors que on pouvait vraiment encadrer tous ces énergies-là et ça profite à la localité, au pays et à la jeunesse. Moi, je pense que l'un des rôles qu'il faut faire aujourd'hui, que nous, les leaders politiques ou alors les leaders d'opinion, c'est de faire rêver la jeunesse. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de partis politiques, malheureusement, c'est verrouillé. Hein. C'est verrouillé, je vous dis, c'est verrouillé. Il y a peut-être des personnes qui ont les chances d'arriver comme ça, mais je vous dis, pour intégrer aujourd'hui, combien de partis politiques au Cameroun aujourd'hui, a même un site internet si vous voulez, où vous pouvez interagir, vous pouvez être interconnecté. Bon, je me réveille, je dis n'importe quoi, je suis monsieur X, je dis qu'aujourd'hui, je m'en vais au MDR. Je m'en vais, je me connecte au MDR, je dis ça, bonjour, je vais adhérer au MDR, dites-moi. Qu'est-ce qui peut me pousser à aller au MDR? Ça se fait ailleurs, dans d'autres pays, pas dans les pays occidentaux, hein, dans des pays voisins et tout, qui prennent la chose vraiment à bras le corps. Au cœur. Mais chez nous, là, je vous dis, même les pages Facebook, elles se meurent comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que nous devons améliorer et nous profitons ce soir en disant qu'il ne faut pas seulement renouveler les bases et partir et revenir quand il y a les élections. Il faut vraiment réinitialiser beaucoup de choses. Même le Camerounais qui nous suit, il faut le réinitialiser. Vous êtes pour la limitation des mandats au sein des partis politiques, par exemple? Oh, vous savez, moi j'ai une autre vision, une autre façon de voir les choses. Moi je pense que le problème des partis politiques au Cameroun, c'est de mettre l'être humain au centre de tout. D'accord, Georges Teghem. Pas de sur la question, 10 ans, 20 ans, 50 la ans. Question, c'est de mettre l'être humain au centre de tout. La question précédente, est-ce que les résultats reflètent souvent la volonté de la base? Mais ouais, des PC, il n'y a pas moyen que tu n'aies pas reflété. Vous ferez comme que ça ne reflète pas, puisque les élections se font au niveau de la base. Rien n'est imposé au niveau national. Quand le président national décide de convoquer le corps électoral chargé du renouvellement des organes de base, les gens déposent leur candidature des listes tout à fait librement. Et à l'issue du choix, les électeurs disent... Et on voit souvent qu'il y a des chefs de délégation départementales, régionales et autres qui viennent tenir des réunions d'avant. On a pu voir l'un des exemples ici dans la région du littoral. Je veux dire qu'il y a souvent des chargés de mission. Non, vous confondez là. Vous êtes en train de faire une confusion. Déjà, quand on est au RDPC, on est entre nous. Absolument. Comme on est entre nous, nos problèmes se règlent entre nous. Ça, c'est sûr. Donc, vous confondez peut-être les choses. Je dis encore une fois, lorsqu'il s'agit du renouvellement des organes de base, les candidatures sont libres. Maintenant, à l'issue du scrutin, certains peuvent considérer qu'ils ont perdu. D'autres estiment que c'est de manière injuste. Mais la réalité, c'est que le choix qui est fait, à la fin du process et à l'occasion des consultations nationales, nous constatons toujours que c'était à juste titre, pour la plupart des cas, que celui qui a été désigné président de section l'a été par la base. D'autant que parce qu'il maîtrise le terrain, il finit par gagner les élections locales. Ça veut dire qu'il connaît le terrain, il connaît la base. Parce que vous ne pouvez pas être sérieux en disant que quelqu'un a triché pour être président de section ou président de sous-section et à la fin, à l'occasion d'une consultation nationale, municipale, régionale ou je ne sais pas, ou présidentielle, dans sa circonscription, c'est le parti qui l'emporte. Si le parti l'emporte, ça veut dire qu'il fait un travail de terrain. Et ce travail de terrain, le parti en tire les dividendes. C'est comme cela qu'on apprécie. C'est comme cela qu'on peut savoir si celui qui a été élu était bien le choix des militants de base. Maintenant, lorsque quelqu'un a été élu dans sa circonscription à l'occasion des consultations nationales, il perd le scrutin municipal, c'est là où on peut questionner. Est-ce qu'il avait été élu effectivement par sa base? S'il avait été élu par sa base, pourquoi n'a-t-il pas poursuivi et remporté le scrutin au point de perdre la mairie, par exemple? Donc, on commence à se poser des questions et on se dit, bon, mais les militants aussi ne sont pas des êtres qui ont une position qui ne soit pas dynamique. La politique a ses réalités. Parfois, quelqu'un fait un choix, après, il peut décider de changer le choix. Toujours est-il qu'au RDPC, les décisions sont prises par les militants à la base. Si les militants votent un candidat, c'est lui qui est proclamé élu. D'accord. C'est au RDPC. Maintenant, il y a des gens qui pensent que
si vous voulez, au sein du parti, il y en a qui ont un certain avantage. L'avantage, justement, c'est sur le terrain. Parce que de manière quotidienne, parce qu'il y a des gens avec qui vous êtes tous les jours, et quand vous les pratiquez, vous constatez que même leur façon de vivre avec les gens au quartier, s'il y a un scrutin, ils vont vous gagner. Absolument. Parce qu'ils sont au contact des gens, ils s'asseyent facilement avec quelqu'un, ils savent dire des mots gentils, savent ce qu'il faut faire, et quelqu'un comme ça, facilement, il a accepté. Quand il a accepté, il se retrouve président de sous-section, il se retrouve facilement conseiller municipal, il se retrouve adjoint au maire très facilement parce qu'il a le contact facile. Et qui tient la base au RDPC tient, si vous voulez, les scrutins, ou alors la technique de désignation des candidatures pour les scrutins au niveau de la base. Et puisqu'il connaît la base, puisqu'il connaît comment ça se passe, évidemment, le parti en tire le meilleur profit. Pierre-Emmanuel, sur la même question, en termes de reflet, est-ce que les résultats sont souvent l'émanation de la base telle qu'exprimée? Oui, quand on, par exemple, au niveau de MRC, les deux régions que nous avons déjà couvertes, la région de l'Europe et celle de l'Ouest entièrement, les résultats reflètent la base parce que tous ceux qui ont été élus comme tête de liste et leur bureau, ce sont des champions reconnus par les militants et les sympathisants pour la plupart, pour leur impact sur le terrain, pour leur dynamisme et leur engagement vis-à-vis du parti et de ses activités. Donc, pour l'instant, comme on n'a pas encore fait le tour du Cameroun, pour l'instant, sur ces deux régions-là, je peux vous dire que le sentiment est bon. Les militants et les sympathisants au niveau là-bas se reconnaissent en ces gens-là. Ils se reconnaissent en ces gens-là. Mais moi, je reviens un peu sur le profil dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez, par exemple, en 2008, en 2007, quand le Parti démocrate américain est aux primaires pour désigner qui va représenter le parti à l'élection présidentielle, vous savez tous ici que Joe Biden s'est retiré au profit de Barack Obama. Joe Biden s'est retiré au profit de Barack Obama et lui a donné son soutien. Joe Biden devait être aussi candidat aux primaires. Donc, nous n'avons pas encore atteint ce niveau-là. Parce qu'il nous manque certains instruments. Il nous manque des instruments, par exemple, de sondage. Il y a des gens, tout à l'heure, je vous disais qu'au niveau des élections, par exemple, je prends un cas. Cissé Bamanga, c'est une figure très connue à Newbel. Okay? S'il milite, par exemple, je dis n'importe quoi, au RDPC ou bien au MRC ou bien au PCRN, et que par certains mécanismes, il perd une liste, on élit quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas sûr que si on va faire des sondages au moment de la convocation des élections nationales, on fait les sondages internes comme dans d'autres démocraties. Le parti fait des enquêtes par sondage pour connaître la personne la mieux plébiscitée par le public actuellement, à même de représenter par exemple le parti. On prend un panel. Je ne suis pas sûr que ce responsable, le responsable du parti dans lequel Cissé sera, dans lequel il a perdu l'élection, ce responsable, je ne suis pas sûr qu'il pourra être choisi par les militants et sympathisants du parti ou des populations Newbel. Par rapport à qui est Cissé là-bas. Vous comprenez? Donc, ça peut se comprendre. Il nous manque certains outils qui nous permettent de lire d'un en un. Et il faut savoir aussi que la cote de popularité qu'un candidat, qu'un leader peut avoir aujourd'hui auprès de la population, auprès de ses militants et sympathisants, est dynamique. Elle peut s'accroître comme elle peut décroître selon les contextes. C'est pour ça que je dis que moi, je suis en train de pousser l'analyse. Ce que je suis en train de faire ici doit aider toutes les formations politiques. Et c'est ça qui va nous amener à bâtir une véritable démocratie et à mettre en place un système de bonne gouvernance qui va nous permettre de battre tous les records en termes de croissance économique, en termes de création de richesses, ainsi de suite. Parce qu'on est trop figé. J'ai dit tout à l'heure, on peut élire M. Tegem comme par exemple président de session. Parce que comme lui-même l'expliquait tout à l'heure, il a ses camarades avec qui il s'assoit tous les jours, salue tout le monde au quartier, s'asseoir avec tout le monde. On peut même s'asseoir avec les gens et boire le matango. Ce n'est pas
les apporter un projet de développement dans le quartier. Okay? Donc, faire tout cela n'est pas un indicateur qui montre qu'on est très aimé par les populations. Vous pouvez donc faire tout cela par des tours de passe-passe d'amitié. Vous vous retrouvez être élu responsable du parti dans une circonscription. En ce moment-là, au moment de la convocation des élections nationales, si on fait un sondage auprès des populations de la même circonscription et des militants sympathisants de votre parti, êtes-vous sûr que vous serez la personne choisie par les populations? Je ne pense pas. Il pourra sortir un champion qui pourra avoir le meilleur profil et qui pourra faire un meilleur job pour le développement de cette localité-là. Donc, je veux dire, il faut qu'on innove, il faut qu'on installe les primaires au sein des partis politiques. Oui, typiquement, moi j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt l'analyse faite par M. Deghem, mais je voudrais y jeter un peu un bémol pour dire que, vous savez, il y a, je le disais tout à l'heure dans le prologue de mon propos, qu'il y a l'expression discipline du parti, qui me semble être un des éléments qui ne permettent pas, qui ne reflètent pas la légitimité de ceux qui sont portés au sommet. Parce qu'on l'a vu, et ça, l'exemple me paraît patent, ici, l'élection du maire de la ville, entre Lengue Malapa et Bassadine, on a vu qu'au final, ce n'est pas la volonté reflétée par les populations, ou du moins les militants du RDPC qui s'est manifesté, mais c'est plutôt une décision du sommet du parti politique qui est venu départager les militants. Donc c'est pour dire, et ce n'est pas simplement aussi dans le RDPC, on l'a vu même dans le SDF, vous avez constaté que dans le SDF, lorsqu'un choix est fait et que le leader Nidon Fundi ne l'a pas validé, il y a également des problèmes. Vous voyez donc que c'est un problème, c'est cette expression de discipline du parti au sein des formations politiques qui me semble aujourd'hui causer beaucoup de problèmes dans la culture démocratique. Maintenant, au-delà de ça, moi j'ai un problème que j'ai pu remarquer, c'est que chaque fois qu'on veut challenger le leader de la formation politique, il y a un problème. Il y a des frictions. Il y a des frictions. Vous avez vu le cas encore tout frais entre Michel Ndoki, et Maurice Kamto. On a vu à un moment donné Célestin Djamel et Nidjon Fundi. Bon, on a aussi vu dans le RDPC Saint-Éloi Bidoum et Célestin Paul Bien. Donc c'est pour dire que voilà un autre problème qui se pose avec force et acuité et même les détails pour comprendre que à la tête des formations politiques, ça devient difficile de challenger le leader. Et il faut aussi essayer de revoir cela. Donc, deux choses. Vous dites que plus l'élection monte. Plus l'élection monte, plus elle se parti complexifie et plus ça devient très difficile. Parce que vous savez, les missions d'une élection, c'est 3 missions. C'est-à-dire d'abord choisir les dirigeants, ensuite apaiser le climat social et enfin sanctionner. Parce que les élections ont pour mission de sanctionner lorsque les dirigeants ou des personnes qui ont bénéficié d'un suffrage universel, c'est vrai, le mandat impératif étant nul, mais tous ceux qui promettent, par exemple, que Élysée peut voter pour moi, après cela, je viendrai construire un puits, un pont, ainsi de suite. Quand cela n'est pas fait, la Constitution dit qu'ils bénéficient de ce qu'on dit, le mandat impératif est nul. Donc, les questions qui se posent aujourd'hui avec acuité sont celles-là, c'est-à-dire la discipline du parti, le challenge justement du leader de la formation politique. Et on se rend bien compte que si vous avez pu constater tous ces derniers temps, il y a, d'ailleurs, Pierre-Emmanuel Bignana dit en début, au sein de cette formation politique du MLC, il y aura une élection, je crois, qui se tiendra l'année prochaine à la tête de cette formation politique. Vous avez déjà commencé par voir quels sont les remous qui animent la chaudière dans tout ce qui veut se passer. Donc c'est pour dire que bien, les formations politiques jouent un rôle important dans la vie politique démocratique, mais il faut encore reconnaître qu'il y a des petites sorcières qui ont encore la peau dure dans le sens justement de converger cette formation politique ou parti politique vers une haute culture démocratique, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, reposant sur les valeurs du fair play, de la tolérance, de l'acceptation d'avoir perdu pour que l'autre ait pu gagner. Vous savez, il y a une loi qu'on appelle la loi des rangs qui voudrait que si vous avez perdu aujourd'hui, vous pouvez après 5 ans revenir, postuler et avoir ce que vous voulez avoir en termes de suffrage universel. Alors, je voudrais quand même dire un mot parce que je ne suis pas d'accord avec l'exemple que vient de prendre le docteur Luison Isomba. Parce que je pense que dans son esprit, il y a une confusion. Lorsque vous prenez l'exemple du maire de la ville, ce n'est plus la même chose.
ce n'est plus un problème du RDPC, c'est-à-dire l'élection au niveau des organes du RDPC. Parce que moi, je pense qu'ici, et renouvellement des organes de base dans les partis politiques, vous êtes déjà au niveau de la mairie de la ville. Ce n'est plus un organe de base. À la base, il y a une élection, non, mais... Oui, voilà. mais excusez-moi, non. Okay. Non, Alors, non. oui. Lorsque vous payez l'élection d'un conseil municipal, l'élection d'un maire, ce n'est pas au sein du RDPC. Hein. Nous sommes en compétition avec d'autres partis politiques et à l'issue du résultat, nous gagnons. Mais au sein du RDPC, lorsqu'il faut être candidat à la section, à la sous-section, au comité de base ou à la cellule, il y a des conditionnalités qui sont internes au parti. Comme tout à l'heure, il a dit dans son cas, je pense qu'il n'a pas eu 36 mois, tout ça. Ce n'est pas dans la loi électorale qui concerne les élections au niveau national. Hein. Donc ne confondez pas le cas de ce qui s'est produit à l'occasion de l'élection du maire de la ville et ce qui se passe à l'intérieur du parti politique. À l'intérieur du RDPC, lorsqu'il faut désigner par exemple le président de section, les conditions sont fixées par la circulaire du secrétaire général. Donc, quand la circulaire détermine les conditions, vous participez. À l'issue du scrutin, quelqu'un est élu président de section. S'il n'est pas d'accord, voilà comment ça se passe. C'est à l'intérieur du RDPC. Et je vais poursuivre, parce que M. Lison Essomba a dit que ce n'est pas une question d'avoir le contact facile. Lorsque vous rencontrez quelqu'un facilement, vous connaissez ses problèmes. Lorsque facilement vous causez avec des gens dans le quartier, vous connaissez leurs problèmes. Et lorsqu'il faudra les poser, vous savez comment les poser pour vous faire élire au moment venu. C'est de cela qu'il est question. Ce n'est pas toujours parce qu'on estime qu'on a des projets sur l'eau, qu'on a des projets sur un pont, qu'on a des projets sur l'énergie, que l'on peut dire qu'à l'intérieur du parti politique, on gagne l'élection. Alors, la question de sortie. Lorsque vous rencontrez les gens, vous connaissez leurs problèmes, vous allez vers eux, vous cherchez à savoir comment les poser le moment venu. La question de sortie, c'est de savoir comment ces mécanismes, ou du moins le pan positif, on a par exemple pu voir l'usage des techniques modernes de com, avec les TIC, un scrutin, j'ai failli dire, informatisé sur un certain, dans une moindre mesure. Bon, évidemment, il faut tenir compte d'un certain nombre d'autres paramètres. Le problème d'énergie, je veux dire que s'il y a coupure de courant, comment ça se gère. Mais ce que je veux surtout savoir, c'est comment ces mécanismes peuvent être intégrés dans l'organigramme général des élections au Cameroun pour rendre nos élections peut-être plus claires, plus, je ne vais pas dire plus démocratiques, c'est une rhétorique, mais plus transparente, plus aimante, plus incitante, afin que le jeu démocratique et qu'à la fin de la journée, quand même les élus au niveau national soient et reflètent la volonté du peuple. Si je commence avec vous. Pour terminer, ce sera la dernière question. Je pense que il faut être dans la logique de quand on veut, on peut. Je m'explique. Lors de la CAN Total Énergie 2021, ça a été démontré qu'on peut rester, les Camerounais peuvent rester dans les villes, dans les régions sans qu'il y ait coupure. Je vous parle par exemple des populations de Garoua, une petite anecdote, qui disait que, oh là là, s'ils pouvaient avoir la CAN toute une année. Parce que pendant la CAN, il n'y avait pas les coupures. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis, M. Dipita. Et après la CAN, une semaine, allez, on a recommencé la galère. Moi, j'ai envie de vous dire que l'État peut accompagner quelque chose quand il veut. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays, et ce sont des bonnes guerres, que les amis de Maître Tegem, ils ne veulent pas favoriser quelque chose qui peut montrer leur faiblesse. Parce qu'il faut le dire, M. Dipita, ceux qui nous regardent, ceux qui ont vraiment peur des élections au Cameroun, c'est le RDPC. Hein. Ça, je vous dis sincèrement, le RDPC a vraiment peur d'élections transparentes. Voilà pourquoi il s'arrange à ce que tout apparaît soit autour d'eux pour conforter, pour arranger la victoire du champion, comme ils le disent tout le temps. Moi, je prends un exemple comme ça, avec des faits, les Camerounais nous regardent, parce que quand nous on parle vert ou jaune, c'est le Cameroun qui compte. Donc je pense que si l'État veut, on retient, ils peuvent. Dans l'État du Cameroun, on peut avoir de l'énergie, on peut avoir tout biométrique, parce qu'on a des pays qui ne nous faut même pas. Il y a des petits pays, excusez-moi comme ça, qui font des choses, waouh. Et aujourd'hui, ce n'est pas de la ressource qui nous manque, que ce soit matériel, intellectuel ou je ne sais quoi. Nous avons cela, mais il faut pour cela que le pouvoir central accompagne cela pour volonté que politique. tout le monde Pierre-Emmanuel jouisse de cela.
sur l'impact que ces élections internes peuvent avoir dans le processus global des élections au Cameroun. Il y a un adage qui dit que vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. La conscience humaine, qu'on appelle que Jean-Jacques Rousseau appelle la conscience morale, interpelle le RDPC, parti au pouvoir, qui gère le Cameroun depuis 4 décennies, à rechercher une victoire consensuelle ou des victoires consensuelles qui donnent le sentiment aux Camerounais qu'ils ont mérité ces victoires. Nous sommes dans un contexte politique aujourd'hui au Cameroun où certains militants du parti au pouvoir RDPC ont fait des déclarations fracassantes sur la place publique. Il y a des militants, par exemple, qui ont déclaré avoir volé 23 urnes lors des élections, que ce soit municipales, législatives ou présidentielles. Ils sont connus de tous. On a connu des fraudes électorales massives, des bourrages d'urnes de la part du RDPC lors des différentes élections qui ont couronné les différents mandats de Paul Biya. Alors aujourd'hui, humblement, ce que nous voulons dire aux Camerounais, c'est que si le MRC peut, ça veut dire que le RDPC aussi peut, ça veut dire que les Camerounais peuvent. Pourquoi je le dis? Si le MRC peut, avec le peu de moyens qu'il a, un parti politique dont le compte bancaire a souvent été l'objet des blocages, des blocus par le régime en place, et qui peut aujourd'hui mettre en place un système biométrique de vote électronique, de vote informatisé, ça veut dire que avec tous les moyens que l'État du Cameroun a, et l'ECAM peut organiser une élection au Cameroun, qu'elle soit législative, municipale, présidentielle, une élection informatisée. Donc, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. Il faut, à un moment donné, rechercher le minimum de consensus possible. Je disais ça tout à l'heure au sein de nos formations politiques. Cela est également valable au sein de la classe politique nationale. Il faut que lorsque nous allons à une élection, lorsque nous allons à un tournoi démocratique, qui est une élection, il faut que les règles du jeu soient définies et acceptées par toutes les parties. D'accord. Il ne faut pas que c'est un seul parti qui tire toutes les ficelles de ces règles de jeu. Voilà pourquoi il est plus que urgent aujourd'hui de réformer notre système électoral et en l'occurrence notre code électoral, de considérer les propositions que les partis d'opposition, les travaux que les partis d'opposition ont fait ces derniers temps dans le cadre du collectif des partis d'opposition, de considérer ces propositions-là à l'Assemblée nationale. Je sais que le RDPC colore l'Assemblée nationale à plus de 95%, mais j'ai dit tout à l'heure, préalablement dans mon propos liminaire, que vaincre sans péril, c'est triompher sans gloire. Il faut rechercher de la hauteur, il faut rechercher, c'est-à-dire des valeurs qui vont nous permettre de bâtir une meilleure société demain. Parce que les conflits post-électoraux sont de nature à déstabiliser nos États africains. Et nous avons intérêt aujourd'hui, avec les enjeux politiques et économiques qui attendent l'Afrique, et en l'occurrence notre pays, le Cameroun, à rechercher le minimum de consensus possible. Maître Guem, vous avez donné la parole aux gens qui n'ont pas de stratégie électorale. Ce qui leur manque, c'est la stratégie électorale. Les partis politiques de l'opposition en veulent le code électoral. On ne gagne pas parce qu'on a le code électoral, on gagne parce qu'on a la stratégie. Ce n'est pas le code électoral qui vous confie une victoire, c'est votre stratégie électorale. Il a dit tout à l'heure, en félicitant M. le gouverneur de la région de l'Ouest, ainsi que certains préfets, c'est les mêmes qui, il y a quelques jours, vous disaient qu'ils ne vont pas à élection parce que. Ça s'est passé. Hein. Mais, M. Dipita, vous avez parlé tout à l'heure des partis politiques.
vous avez remarqué vous-même que même au sein du RDPC, c'est-à-dire dans le parti, lorsqu'il y a des élections qui sont organisées, il y a des contestataires. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que on a vu aux États-Unis, on l'a vu en France. Le problème, et j'insiste dessus, si les partis politiques n'acceptent pas les règles de jeu telles qu'elles existent, si les partis politiques attendent le code électoral consensuel, cher monsieur, vous attendrez longtemps. Ça n'existe dans aucun pays du monde. Donc on n'allait pas ouvrir le jeu, mais tout est que... Monsieur Cissé Bamanga, il me semble que ce n'est pas vous qui dirigez cette émission. Et même si c'est vous qui dirigez cette émission, retenez, monsieur Cissé Bamanga, que votre code électoral n'est pas le mien. Ce ne sera jamais le vôtre. C'est-à-dire le mien ne sera jamais le vôtre et le vôtre ne sera jamais le mien. Donc on fait avec ce qu'on a. C'est les règles, même en France, aux États-Unis, c'est comme ça. Vous ne pourrez pas bouger cela. Même si les règles adoptées par la majorité favorisent la majorité. Mais vous connaissez un seul pays du monde où la majorité fait les règles pour la minorité? Même au sein des sociétés anonymes, moi je passe le contraire des personnes qui y travaillent. Les votes de majorité, c'est quoi? Mais moi, je ne sais pas. Moi, il y a des choses sur lesquelles... Moi, je pense qu'il faut plutôt que les partis politiques travaillent en direction de leurs militants. En leur disant, vous devez protéger nos institutions. Vous devez protéger les CAM. Vous devez protéger le Conseil constitutionnel. Vous devez protéger le Parlement, le président de la République. Ce sont des institutions. Ce sont elles qui nous protègent. Et puis, M. Cissé Bamanga, vous avez fait un exemple, vous avez pris un exemple que je n'ai pas... Ou alors, vous avez fait une digression que je n'ai pas aimée. Je vous dis, M. Cissé Bamanga, sur le déficit énergétique du Cameroun. Parce que vous en avez parlé. Excusez-moi, M. Dipita, il faut que je lui réponde. M. Cissé Bamanga, vous savez, quand on prend le pouvoir en 82, combien d'abonnés il y a à la Sonel? En 2001, il y a 500 000 abonnés à la Sonel, au Cameroun. Excusez-moi, sans publicité. Il y avait combien de quartiers? 500 000 abonnés en 2001. Vous savez pourquoi on est passé de 500 000 à 1,8 million? Parce qu'on a travaillé. Comment? Parce qu'en plus du barrage hydroélectrique, il y en a mis les centrales à gaz, centrales thermiques, les barrages réservoirs. Tout ça, c'est un travail. On a fait la loi de 98. On a mis en place une agence d'électrification rurale. On a mis en place l'agence de régulation du secteur de l'électricité. On a mis en place EDC. On a divisé entre la production, la commercialisation, le transport et le contrôle. C'est pour ça qu'on est passé de 500 000 à 1 800 000 abonnés à la Sonel aujourd'hui. En plus, en 2011, on constate que la loi a des problèmes. On l'a refait et on met en place ce que vous voyez la Sonatrel. Jusqu'aujourd'hui, on a des problèmes d'électricité. Mais notre devoir à nous, ce n'est pas de venir les poser comme vous. Puisque ce n'est pas pour cela que les Camerounais... Chacun dans son rôle, je veux dire que vous avez... Ils nous ont fait confiance parce qu'ils veulent qu'on continue à régler ces problèmes. Les Camerounais continuent à broyer du noir. C'est pour ça qu'on continue à y travailler. Nous sommes justement au niveau de Dantigal en train de travailler. Et on a trouvé des partenaires qui nous accompagnent. D'accord, revenons au dans débat. Le cadre de ce projet. Donc ne me faites pas comme si vous rappelle que vous avez affaire à des gens... Ce n'est pas le débat, mais je lui rappelle que sur les trois distributeurs qui doivent fonctionner au nord... C'était le mot de conclusion. Expressement, le RDPC a arrêté 2 et c'est un qui fonctionne. Vous terminez, quand Georges. vous voulez, vous bloquez quand vous voulez. Vous terminez, Georges. C'était juste un rappel. Monsieur Cissé, vous terminez. Je vais terminer. Je voulais vous faire observer. C'est vérifiable, hein? Que nous sommes en train de travailler à Bini à Warak. Vous le savez. Nous sommes en train de travailler également à Nachigal. Ce n'est pas parfait, mais nous travaillons. Parce que nous sommes mandatés, nous sommes missionnés pour travailler, pour résoudre les problèmes des Camerounais. On n'aura pas beaucoup de temps pour le dernier thème. Oui, mais je vais finir. Donc, pour revenir au sujet, M. Bamanga, si les partis d'opposition n'ont pas de stratégie électorale, vous continuerez à vous plaindre. Parce que, lui, la question qu'il a posée, moi je pense que la question posée par vous, M. Dipita, vous risquez d'être un peu déçu. Parce que vous dites que comment les partis politiques peuvent instrumentaliser ou alors peuvent projeter ce qui se fait à l'intérieur des partis au niveau national. Vous-même, vous avez noté qu'à l'intérieur des partis, même à l'issue du scrutin, il y a des plaintes. Ça veut dire que le travail, ce n'est pas au niveau de la technique mise en place pour obtenir le résultat. Le travail, c'est au niveau de la formation de chaque citoyen sur l'acceptation du verdict des juges. C'est votre point de vue. Vous terminez sur la question, docteur Ambroise. Je voudrais convoquer Jean Dubois de Gaudisson qui disait que démocratie sans culture démocratique n'est que ruine du jeu démocratique. D'accord. Il me fait penser à une analyse simple.
M. Dipita. Vous savez, le jeu de la démocratie repose sur un certain nombre de valeurs, comme je m'en ai dit, la transparence. Absolument. La transparence, la sincérité du vote. Et quand vous voyez que, vous constatez que ces éléments ne sont pas mis en exergue, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour que la culture démocratique soit. Je vais vous prendre un exemple simple. Pour moi, les règles démocratiques, le code électoral, on peut en discuter, mais moi, ce qui est gênant dans la pratique de la démocratie au Cameroun, ce sont les acteurs, ou du moins les institutions, qui participent du jeu démocratique. Je prends un exemple. On a souvent vu des arguments spéciaux qui sont invoqués pour dire, par exemple, le MSC n'avait pas de scrutateurs dans tel bureau de vote, c'est pourquoi ils ont perdu. Non. Si l'arbitre du jeu électoral est neutre, quand Canon quitte ici et pas battre Coton à truc sans spectateurs, est-ce que l'arbitre annule parce que Coton n'avait pas de spectateurs? Canon n'avait pas de spectateurs. Donc le problème qui est posé au Cameroun, ce sont les institutions. C'est-à-dire que les institutions, organes qui participent du jeu démocratique, qui ne sont pas, à mon sens, des institutions indépendantes. Et c'est donc, pour ma part, c'est le véritable problème qu'il faut résoudre. Parce que le code électoral, le caractère consensuel, pour ma part, peut poser des difficultés. C'est-à-dire que le consensualisme ne peut pas se dégager à l'unanimité. Mais pour moi, je mets beaucoup plus l'accent sur l'acteur du jeu, c'est-à-dire que les acteurs, les institutions qui participent du jeu démocratique. On vous dit par exemple qu'à l'issue d'une élection, seuls les procès-verbaux délèguent en font foi. Vous voyez, c'est en démocratie, mais vous voyez que les autres, ça ne sert à rien qu'à la sortie d'un bureau de vote, qu'on remette le procès-verbal à un scrutateur du RDPC, du MSC, ainsi de suite. Donc vous voyez, donc pour ma part, moi je pense qu'il faut revoir les institutions qui participent du jeu démocratique. Les règles peuvent venir après. En s'inspirant des partis politiques. Disons, là encore, je ne suis pas d'accord avec vous, docteur. Vous ne pouvez pas dire sur un plateau une heure sérieuse que les procès-verbaux de l'ECAM font foi. Non, c'est en cas de contestation. Mais bien sûr, non. Mais excusez-moi, mais monsieur, docteur, selon vous, on devait dire qu'en cas de contestation entre le RDPC, le FSNC ou n'importe quel parti, qu'est-ce qui fait foi? Les procès-verbaux de tous ceux qui l'ont eu font foi. Et si tous sont... Bon, à quoi c'est donc à l'issue d'une élection, on remet les procès-verbaux? C'est ça le problème. Lorsqu'il n'y a pas de contestation, c'est-à-dire il y a 10 votants, RDPC 10 votants, les autres partis 10, il n'y a pas de contestation. Mais si le RDPC a 10, un autre parti a 8, un autre 3. Il y a contestation. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'organe institutionnel. Non, Maître Teguin, c'est lui qui est l'organe neutre. Vous êtes avocat. Vous êtes avocat. Vous savez que... estime au MRC, on estime qu'avec l'innovation technologique, si le vote est électronique, on n'a pas besoin de dire que seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. Et la loi du Cameroun dit que à la fermeture du bulletin de vote, du bureau de vote, les résultats sont rendus publics. Donc, on n'a pas besoin de 24 heures. À la fermeture du bureau de vote, les résultats sont connus de tous. Les procès-verbaux doivent être conformes. Et l'ECAM ne peut pas avoir un procès-verbal différent d'un autre scrutateur présent dans le bureau de vote. Et si le vote est électronique, par exemple, comme cette innovation que le MSC a apportée, vous verrez qu'immédiatement, le résultat sera affiché. Votre innovation, là, tout le monde pourra, et puis l'innovation a cessé davantage. Actuellement, les résultats du bac. Suivez un peu. Monsieur le député, je vous dis quelque chose. Monsieur le député, je vous dis quelque chose d'important. Le système du vote électronique que le MSC a mis en place, tel que d'autres pays l'ont expérimenté, le Ghana et autres, est tel que même vous, monsieur le député, vous pouvez entrer dans le système et consulter les résultats de Kekem, de Banganté, de Baham, de Bafoussam, de Douala Premier, vous pouvez. OK? Donc, ce sont plus, l'élection en ce moment ne deviendra plus un mystère. Algor aux États-Unis. Alors, on va dire un mot. Le résultat du bac. On a dit qu'on a trouvé un logiciel. Vous avez vu ce que ça nous a fait.
À un moment, c'était ceux qui ont échoué ont réussi. À un moment, non. On va dire un mot. On peut faire ce qu'on maîtrise. On a l'administration, c'est un informaticien, un problème d'administrateur. Mon frère Bignam, que j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas la volonté ou alors les spécificités qui manquent. Ces gens-là que vous connaissez, que nos amis, Maître Tegem, ils vont couper Internet, ils vont couper la lumière. Ils vont envoyer le beurre, ça ne va pas fonctionner. Donc là, on remet la moralité de nos gouvernants et de ceux qui sont aux affaires au RDPC aujourd'hui. C'est ça le problème. Changer. On prend la transition et on dit un mot sur l'autre thème de la soirée qu'on fera rapidement en commentaire simplement. Alors on va tout de go. Hein. C'est intitulé Opération Épervier, sentiment d'injustice. Évidemment, le prétexte, c'est la libération récente de l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Basila Tanganakuna, dont on dit qu'il a payé 1,265 milliard de francs CFA, si ma mémoire ne joue pas de tour, pour rembourser Je veux dire, vous avez la même impression, Georges Tegem, maître, de ce sentiment d'injustice, vis-à-vis évidemment d'autres justiciables hein, qui sont plus ou moins impliqués dans ces affaires-là. Je ne vois pas l'injustice. Celui qui paye, on le laisse. L'injustice vient d'où? Je ne comprends pas. La loi est équitable. La loi est impersonnelle. Il y en a qui ont payé, qui n'ont pas été libérés. Il y en a qui n'ont pas payé, qui sont libérés. Vous en connaissez un qui n'a pas payé, qui a payé et n'a pas été libéré? Il y en a plein. Je n'en connais aucun. On va les citer. J'attends qu'on me les cite. Peut-être qu'il fallait peut-être passer la parole aux autres pour qu'ils les citent. Je n'en connais aucun. A entièrement payé. Il n'a pas été mis en liberté. La loi a une vocation générale et abstraite. Elle est impersonnelle, elle n'a pas été faite pour M. Tanganakuna. Elle est là, la loi, et il vous souvient qu'avant que la loi ne soit prise, qu'on a parfois requis l'expertise, y compris d'un grand avocat international, malheureusement aujourd'hui décédé, et de certains avocats au niveau du Cameroun, pour aller récupérer l'argent qui avait été prétendument détourné. Cette histoire de recouvrement, il me semble que c'est d'ailleurs en réponse à une demande constante du peuple camerounais qui nous disait pourquoi arrêter les gens, ce qu'on veut c'est l'argent. Si quelqu'un, à l'issue des expertises, à l'issue de tout, c'est-à-dire qu'à l'issue des mesures d'instruction ordonnées par le juge, les expertises et tout, on détermine le montant détourné. Un monsieur se met et dit je vous rembourse. Mais la loi dit que s'il rembourse, le juge constate qu'il a remboursé, prenons les déchéances de l'article 30 et ordonne la levée du mandat. C'est ce qui a été fait. C'est la loi. Qui a demandé? À la demande du ministre de la Justice, garde des Sceaux, c'est lui qui a demandé. Personne d'autre n'a saisi le procureur général, après le tribunal criminel spécial. Hein, personne. Les correspondances administratives entre l'autorité hiérarchique, son Excellence M. le Président de la République, et son ministre, parce que c'est lui le leader du pouvoir exécutif, c'est lui l'élu de la nation tout entière, sont des correspondances confidentielles qui ne sont pas destinées à la justice. Attention, elles sont destinées au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, parce que c'est en vertu de ses pouvoirs constitutionnels qu'il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du gouvernement. Et en vertu de ses pouvoirs constitutionnels, il peut dire à un membre du gouvernement, c'est moi qui ai reçu le mandat, j'étais délégué tel pouvoir, fais ceci. Et ce membre du gouvernement, c'est lui qui est indiqué dans la loi comme étant celui qui doit saisir le procureur général près le tribunal criminel spécial. Il n'y a jamais eu de correspondance de son Excellence, M. le Président de la République, ou d'un de ses collaborateurs adressé au procureur général près le tribunal criminel spécial. Il faut que l'on soit clair que c'est une entorse. Je parle sous le contrôle d'un constitutionnaliste sur le plateau. Ce sont les entorses au fonctionnement d'un régime parlementaire, c'est-à-dire de séparation stricte, qui n'existe, je le dis, à haute intelligence, sous le contrôle encore d'un constitutionnaliste, dans aucun pays du monde. Lorsque vous imprimez un livre du droit, on vous enseigne les entorses à la séparation stricte. Je parle sous son contrôle. Jusqu'à parler des droits d'amendement parlementaire, lorsque la loi émane de l'exécutif, comment le Parlement peut. C'est les entorses à la séparation stricte qui n'existent, je dis bien encore une fois, dans aucun pays du monde. Docteur Ambroise Somba. Vous voyez un peu sourire du Pita. Je pense que je vais faire un éclairage, parce que trop a été dit sur cette question. Je pense qu'il faut, il a dit en tant que constitutionnaliste, il faut essayer d'apporter un certain nombre de précisions. Je voudrais me poser des questions simples, et en leur répondant, ça va certainement éclairer la lanterne de nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Est-ce que Basila Tanganakuna mérite d'être libéré au regard des lois en vigueur? Je dis oui. Je convoque la loi
de 2011-2012 créant le tribunal, portant création et fonctionnement du tribunal criminel spécial, son article 68 et 63 dispose clairement que celui qui rembourse, qui restitue le corps du délit peut être libéré, peut. Donc il y a une faculté. Ce n'est pas une obligation. C'est-à-dire que quand vous avez restitué le corps du délit, ce n'est pas une obligation de vous libérer. Peut. Et maintenant, le peu qui est consigné veut dire que cela relève maintenant d'une appréciation facultative des autorités du pouvoir exécutif. Et c'est en cela que l'appréciation maintenant prend des proportions politiques. Deuxième texte que je convoque, l'article 8 de l'alinéa 7 de notre Constitution est clair. Le président de la République exerce son pouvoir de grâce. Et dans l'exercice de ce pouvoir de grâce, il y a 3 dimensions. Il y a l'arrêt des poursuites, il y a la commutation des peines, c'est-à-dire que si vous avez été condamné à vie, à mort, le président peut ramener votre condamnation à vie, et il y a la réduction des peines. Est-ce que dans ce sillage-là, quand on regarde justement les hautes institutions qui sont parties du chef de l'État à travers le ministre secrétaire général de la présidence de la République, portées à l'attention du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, est-ce que cette voie est possible? Oui, il en a bénéficié. L'interprétation non exégétique nous démontre que Basile Atangana-Kuna peut bénéficier d'une libération. Mais maintenant, où est-ce que le bas blesse? Le bas blesse justement parce que il y a un principe qui est simple, le principe du traitement égalitaire des citoyens devant la juridiction. Vous voyez? Or, je vais citer, Yves Michel Foto a remboursé l'argent, mais on lui a fait partie par le subterfuge sanitaire. Mais il avait remboursé. Et je pense que pour le cas d'Abazil Atangana-Kuna, je crois que l'État aurait pu aussi utiliser cette formule pour que cela ne débouche pas sur la montée en chrono que vous suivez. Vous savez que depuis l'autre jour, il devait avoir ce matin une marche à Garoua qui a été savamment arrêtée par les autorités administratives et policières. En même temps, il faut observer qu'il y a un peu de manipulation autour aussi. Bon, voilà. Donc, regardez, le problème qui se pose, c'est clairement, M. Dipita, c'est simplement que le tribunal criminel spécial, aujourd'hui, donne l'impression d'être non pas un tribunal au sens propre du terme, mais un tribunal politique. Pourquoi je le dis? Quand nous prenons, ce n'est pas une création récente, le tribunal criminel spécial a existé sur Aïdjo en 1961, et la sanction était laquelle? Vous voliez 500 000 francs, vous étiez condamné à perpétuité et à travaux forcés. Et quand vous prenez la loi, le code pénal, sur l'article 184, on vous dit, vous volez 500 000 francs, vous êtes condamné à vie avec paiement des amendes et des dépenses. Vous voyez donc qu'on préfère voler un bœuf au Cameroun que de voler un œuf. Parce que le code pénal dit 500 000. Mais on vous dit, quelqu'un vaut 50 millions et plus, s'il rembourse, il est libéré. Donc c'est pour dire que le législateur a certainement, peut-être dans le sens de la moralisation de la fortune publique, c'est peut-être rapidement aller dans un sens de politisation de notre justice, et ça fait de sorte que le tribunal criminel, c'est ça, aujourd'hui devient un tribunal trompe-œil. Pierre-Emmanuel. La justice dans un pays est le seul instrument qui garantit la paix sociale. Il faut faire très attention avec la justice. C'est un instrument, c'est comme une épée à double tranchant. Le préambule de notre Constitution garantit aux Camerounais, qui qu'ils soient, quelle que soit leur origine ou leur appartenance politique, religieuse, d'être tous égaux devant la loi. C'est même l'article 1 du Code pénal. Tous égaux devant la loi. À tous. Et c'est le principe fondateur de ce que les démocraties avancées ont appelé l'état de droit. Lorsque nous sommes dans le cas, par exemple, de M. Atangana-Kuna, ce que les Camerounais doivent d'abord savoir,
c'est qu'on en est arrivé là à cause de la malgouvernance. C'est la malgouvernance qui a amené les hauts fonctionnaires de l'État, les ministres de la République, les membres des différents exécutifs du régime de Yaoundé à détourner la fortune publique. De l'argent collecté avec beaucoup de douleur auprès des Camerounais qui souffrent, qui font des métiers tels que les mototaxis, la vente des tomates, les employés dans des fabriques, dans des usines qui sont mal payés dans un pays où le SMIC est de 36 200 francs. Donc il faut savoir que c'est la malgouvernance qui nous a amenés à cet état de choses. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut savoir qu'en réalité, tout à l'heure, M. Tegem a convoqué la séparation de pouvoir au Cameroun. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une séparation de pouvoir au Cameroun. Le pouvoir exécutif s'immisce dans tous les pouvoirs dans notre pays. C'est vu aux yeux de tous les Camerounais. C'est-à-dire que dans ce pays, c'est le président de la République seul qui fait des Camerounais ou de tout Camerounais ce qu'il veut. Alors que nous avons la loi. Nous avons une constitution qui encadre tout cela. On n'a pas besoin tout le temps que chaque procédure, par exemple, d'arrestation, soit déclenchée au niveau de la présidence de la République pour aboutir. Il y a des cas dans ce pays pour lesquels ne serait-ce que le Conseil supérieur de l'État peut se saisir. La justice même, le procureur même, a la capacité de se saisir de certains cas, sur la base même des soupçons seulement, d'ouvrir une enquête et de mettre la main sur quelqu'un. Mais ce n'est pas forcément ce que nous avons comme sentiment. Nous savons que dans ce pays, des gens haut placés ont promis faire vivre l'enfer à d'autres personnes et ils ont instrumentalisé la justice et ils sont arrivés à leur fin. Les cas sont légion. Nous savons que dans notre pays, l'état de droit n'est qu'une leurre. Alors c'est pour cela que le MRC a dans son projet politique et institutionnel, nous avons pour l'un de nos objectifs, c'est de réformer la justice camerounaise, le système judiciaire camerounais. Et dans le cadre de la réforme du système judiciaire camerounais, nous avons pensé mettre en place, par exemple, remettre en place l'état de droit, comme j'étais en train de le dire. Le Cameroun a ratifié des conventions. Par exemple, sur la torture et les traitements dégradants. Mais nous constatons que dans nos prisons, parce qu'il y a une chose que les Camerounais doivent savoir, la prison n'est pas une mauvaise chose. Okay? Tout le monde, à un moment donné de sa vie, peut aller en prison. On a eu des chefs d'État qui ont fait la prison, qui sont sortis, qui sont devenus des présidents. Abdoulaye Wade était en prison. Nelson Mandela était en prison. Et il y en a plein qui ont fait la prison. Barbeau a été en prison. Et d'autres sont allés en exil, ainsi de suite. Donc la prison n'est pas... Il ne reste plus que 9 minutes. Oui, la prison n'est pas une condamnation. Donc, mais on constate que les prisonniers, par exemple, au Cameroun, sont maltraités. Ils vivent dans des conditions de détention qui laissent à désirer. On constate, par exemple, que les prisonniers de droit commun sont considérés au même titre que les grands criminels. Parce que les gens qui détournent des milliards, ce sont des criminels. Ce sont même des grands criminels. Mais on constate que ce sont eux qui sont mieux traités au Cameroun. Nous avons le cas, par exemple, des prisonniers politiques. Je ne parlerai pas seulement du MRC, mais je vais parler de ça aussi. Voilà des gens à qui on a jugé dans les tribunaux militaires par la loi antiterroriste. On a infligé des années de prison ferme à hauteur de 7 années pour d'aucuns, 5 années pour d'autres, qui sont en train de purger les peines aujourd'hui. Et vous allez me dire qu'à côté, vous avez certains criminels, certains gangsters qui détournent la fortune publique, qui est un facteur de sous-développement et qui cause la paupérisation de nos populations. Il n'y a pas encore de décision définitive pour le cas pour lequel nous sommes inspirés. Hein. Non, il y a eu simplement arrêt de poursuite. Oui, je sais, je suis dans ce cas-là. Donc, comme pour dire que si vous posez la question aujourd'hui au Camerounais lambda qui est dans la rue, que est-ce que la justice camerounaise est équitable? Si vous faites une enquête par sondage, je suis sûr
que plus de la majorité des Camerounais auront le sentiment que la justice camerounaise n'est pas équitable. Et que c'est une justice qui est aux ordres et instrumentalisée par le pouvoir de Paul Biya. Si vous terminez. Écoutez, Monsieur Dipita, je vais commencer par profiter de votre antenne pour demander à Maître Tegem, là j'attire son attention. Il n'y a plus que 3 minutes avant la fin de l'émission. Malheureusement, moi aussi je vais un petit peu parler. J'attire l'attention de Maître Tegem qui est juriste et puis du frère Essomba en demandant est-ce que si aujourd'hui M. Sebamanga se lève, prend une dépêche, aller remettre à un sous-préfet, il doit être arrêté. Ça, c'est la première question que je demande. J'attire l'attention de tout le monde qui nous regarde aujourd'hui. Chez le jeune Mohamed Boubassarki, le jeune homme qui a pris le temps d'écrire et demander qu'il y aura une marche dans le Septentrion pour soutenir l'action faite par Atangana Kuna Basile, par le président de la République, autant pour moi sur Atangana Kuna Basile, mais aussi sur les autres. Il a été arrêté, il est à la Légion de la gendarmerie de Garoua, sa famille ne peut pas le voir, ses avocats, personne. C'est une preuve de violation des droits de l'homme. Torturé, M. Dipita. C'est une preuve de violation des droits de l'homme. C'est un jeune, c'est des faits vérifiables. Le monde entier nous regarde, ça se passe au Cameroun. Moi, je pense que dès que là, nous avons besoin de savoir, est-ce qu'il y a justice au Cameroun? Non ou oui? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour entrer dans le vif du sujet, je n'ai aucun problème, moi, si c'est Bamanga, qu'on ait libéré M. Atangana Kuna Basile, parce que ceux qui nous regardent peuvent avoir la mémoire courte. Il y a eu Mme Maman Adama qui a profité de cela. Mais maintenant, est-ce que d'autres Camerounais, qui s'appellent Jacques, Jean, Adamou, Soulé, le petit Camerounais lambda, pourquoi ils ne profitent pas de cela? Moi, j'ai assisté. Je vous dis que j'ai assisté, moi, dans un commissariat, où un monsieur a été interpellé pour 500 000 francs, une moto, et sa famille était prête à rembourser les 500 000 avec même majoration. On a refusé. Ça frustre, comme a dit tout à l'heure mon cher ami du MRC. Merci. Ce 2 poids 2 mesures est un Cameroun qui ne nous ressemble pas. C'est pas ça que Ahidjo a légué au président de la République, son Excellence Paul Biya. C'est pas ça qui permet aujourd'hui que nous les jeunes, je parle de tous bords qui soutenons le chef d'État, son Excellence Paul Biya. Il doit stopper cela, cette inégalité-là. Merci. Si on a libéré Atangana Kuna Basile, on peut libérer M. Mebara, on peut libérer M. Vamoulke, on peut libérer M. Iya Mohamed qui se sent très mal, qui a besoin d'être soigné, que depuis 2 ans aujourd'hui, sa prison est un hôpital. Il pleure, il perd la tête, c'est triste, ça fait pitié. Pardon, je voudrais... Deux choses, s'il te plaît. En une seconde. En une seconde. En une minute. 2 choses. Première chose, M. Sissé Bamanga, le code de procédure pénale prévoit la transaction. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un dépose plainte contre vous pour avoir détourné ses 500 000 francs, lorsque vous transigez la transaction, met fin à l'action publique, lorsqu'il le demande expressément. 1. 2. Monsieur Lison Essomba, sachez que... En dessous, qui a déposé les papiers. Non, vous êtes en dessous de... C'est ce que je vous dis, la loi. J'ai dit le code de procédure pénale. L'article 62H, c'est clair, lisez, c'est écrit. Monsieur Lison Essomba, sachez que en dessous de 50 millions, le décret président de la République a prévu que les personnes poursuivies pour avoir détourné en dessous de 50 millions devant les tribunaux de grande instance bénéficient de la même mesure prescrite par la loi, le décret d'application de la loi. Lisez le décret d'application, c'est écrit. On va terminer avec cette contribution. Et puis, peut-être, pour être tout à fait complet sur le sujet, je voudrais dire à M. Bignam, M. Bignam, le président de la République, il intervient partout en vertu de ses pouvoirs constitutionnels. C'est écrit dans la Constitution. Merci Georges Tegem. On va terminer par cette contribution de première main, d'une source évidemment, c'est pertinente, Néné, qui nous le dit. Atangana Kuna a payé 3 milliards en 2 tranches selon le TCS. On a arrêté les poursuites sur instruction du chef de l'État. C'est un appel du pied aux autres. Atangana Kuna a reconnu son délit et a accepté de payer. Voilà donc qui est dit. Messieurs, merci. Maître Georges Tegem, Sissé Bamanga, Pierre-Emmanuel Bignam et puis le docteur Ambroise Lison Essomba. Merci à vous également qui êtes nombreux à la maison à avoir regardé cette autre émission pour en comprendre les contours. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table.